Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un dossier d'une disparition très inquiétante. Un dossier qui a été repris par l'ARPD, l'Association d'assistance et recherche des personnes disparues, pour laquelle je suis enquêtrice bénévole. Cette disparition est assez spéciale car elle était la première d'une série de disparitions qui a eu lieu dans une même zone géographique. Et vous connaissez peut-être cette série de disparitions sous le nom de disparus du Boscodon. Aujourd'hui, on va rester focalisé sur le dossier de la disparition de Monique Thibert, qui est non seulement la première de cette série, la première disparue de cette série, mais également qui est la seule aujourd'hui qui n'a pas été retrouvée. Ce que je vais faire avec ma vidéo, c'est que je vais vous apporter des témoignages très importants, le témoignage de la sœur de Monique, Annick, et également le témoignage d'un ami de Monique qui était présent ce jour-là, le jour de sa disparition, ce 2 juin 2015. Vous allez voir, ces deux interviews, ces deux témoignages amènent quand même des éléments qui pour ma part m'étaient encore inconnus au moment de faire ces interviews. On se retrouve juste après ça. Certains ont déjà, je pense, entendu parler des disparus du Boscodon, surtout si vous suivez Lionel Camille. Il faut savoir que Lionel Camille a fait des reportages que j'ai du coup visionnés dans le cadre de la préparation de cette vidéo, très complets, très intéressants. Moi aujourd'hui je vais rester focalisée sur la dernière disparue, Monique Thibert, mais si vous voulez visualiser un peu plus l'ensemble des recherches qui ont été faites par Lionel Camille, je vous mets la chaîne dans le petit i ici quelque part. Je vous conseille d'aller voir, c'est très bien fait et surtout il a été sur place avec deux membres également de l'ARPD pour faire des investigations et peut-être mieux appréhender les disparitions et les lieux des disparitions. Je vais quand même évidemment dans ma vidéo parler brièvement du contexte de ces disparitions, de toutes les questions et les questionnements que ça a amené. Et également, on ne peut pas parler de la disparition de Monique Thibert sans parler des autres disparitions. Donc je vais vous faire un résumé de toutes ces disparitions, mais encore une fois, si vous voulez des vidéos plus longues sur chacune des disparitions, je vous invite à aller voir les vidéos de Lionel Camille sur le sujet. Moi, je vous dis, la seule chose que je peux amener en plus, ce sont des éléments un peu plus précis sur cette disparition et évidemment les témoignages de ses proches qui, vous allez voir à la fin de la vidéo, en tout cas pour un certain témoignage, va nous amener énormément de questionnements et peut-être une ouverture vers la résolution enfin de cette disparition. Intéressant aussi, du coup j'ai pu rencontrer Annick la sœur et j'ai fait un témoignage téléphonique. Annick fait également partie des enquêtrices ARPD. Elle donne également du coup de son temps dans l'association pour aider à retrouver des disparus. Pour repartir sur le contexte de la disparition de Monique, on se retrouve en juin 2015. Monique Thibert, c'est une femme de 65 ans qui est très accomplie dans sa vie. C'est une femme souriante qui a une vie extrêmement remplie, extrêmement comblée. Elle a malheureusement perdu son mari quelques années auparavant, mais elle a encore avec elle 3 filles, 3 grandes filles, et elle a également 7 petits-enfants. Et évidemment, sa sœur Annick. Mais vous voyez, c'est une bonne, grande famille avec beaucoup de bienveillance. Monique, elle a une vie professionnelle très remplie. Non seulement depuis mars 2014, elle est conseillère municipale d'Hauteville, donc dans l'Ain, mais elle est également directrice d'agence de la sécurité sociale de la même ville. Elle est inscrite dans plusieurs associations, elle est sportive et elle est vraiment décrite comme solaire par ses proches. Est-ce que tu peux rapidement me dire qui était ta sœur ? Comment est-ce que tu la connaissais, son tempérament ? C'était quelqu'un de sensationnel. Vraiment à la fois sportive, très ouverte à tout le monde. Elle était conseillère municipale, elle était dans une dizaine d'associations, le cœur sur la main. Quelqu'un de très gentil, de serviable, vraiment.
Monique fait partie d'une association de randonneurs, mais également grâce à son comité d'entreprise, elle peut réaliser pas mal de sorties, d'excursions, de séjours super intéressants. D'ailleurs, peu après sa disparition, je crois qu'elle était censée aller en Égypte, quelque chose comme ça, ou au Brésil. Enfin, en tout cas, il y avait vraiment des voyages organisés, des marches organisées avec d'autres entreprises, et c'est comme ça qu'elle a connu d'ailleurs des groupes avec qui elle avait l'habitude de randonner. Et on se retrouve rapidement le jour de sa disparition. On est le 2 juin 2015 et on se retrouve au niveau des Alpes du Sud, plus précisément au niveau de la forêt de Boscodon. C'est une journée très ensoleillée et pour la première fois, Monique et son groupe d'amis, donc c'est un groupe au total de 5 personnes, incluant Monique. Monique et ses amis vont faire l'ascension du pic de Morgon, qui culmine à 2324 mètres. Mardi, on est monté au pic Morgon, donc c'est arrivé le mardi, on n'était plus que 5. Voilà. D'accord. Donc 5, dont vous et Monique, du coup. Voilà, il y avait Monique, il y avait Sylviane, et donc Joël, Jacques et moi. Voilà. Et du coup, c'était pas la première randonnée que vous faisiez avec Monique? Non. D'ailleurs, je l'ai connue en randonnée, avec donc ses collègues de la Sécu. C'est comme ça que je l'ai connue. Cette randonnée, elle est très connue, surtout en période estivale. C'est une randonnée où il y a quand même pas mal de dénivelé, mais qui est faisable un peu pour tous les niveaux. Des débutants vont mettre plus de temps, certes, parce qu'il y a quand même des montées assez pentues, mais c'est vrai qu'elle convient à tout niveau. C'est une randonnée qui peut être familiale. En juin, là, le 2 juin 2015, c'était encore assez tôt dans l'année, donc il n'y avait pas non plus énormément de monde. Et le groupe va commencer son ascension à partir du parking du Grand Clos. C'est un peu plus en amont de l'abbaye du Boscodon. Donc au départ, pour arriver au pied du Morgon, il y a une montée assez abrupte à travers la forêt. Ensuite, on arrive sur une plaine, précisément le cirque du Morgon, qui est vraiment magnifique, qui est plat et on a l'impression d'être tout petit. C'est assez facile de se repérer dans cette plaine parce qu'il y a une bergerie en plein milieu, donc c'est vrai que c'est facile de repérer où est la bergerie parce qu'il n'y a pas vraiment grand chose autour d'autre. Et ensuite, après avoir traversé cette plaine, on commence l'ascension du pic du Morgon, qui est la dernière montée très abrupte jusqu'à ce point culminant. Petite anecdote, il faut savoir que depuis 2018, l'itinéraire est changé. Avant, on pouvait passer vraiment proche de la bergerie, mais pour la quiétude du berger et des troupeaux, on a, depuis 2018, décalé un petit peu ce sentier. Mais en tout cas, au moment de la disparition de Monique, on passe très proche de cette bergerie. Quoi qu'il en soit, le groupe de 5, le groupe de nos amis, a prévu l'itinéraire principal pour gravir le pic du Morgon. Lorsqu'ils arrivent en haut du pic du Morgon, il fait un peu froid, ils remettent tous leurs vestes et c'est là qu'ils vont manger leur sandwich du midi. D'ailleurs, à ce moment-là, ils vont rencontrer un autre groupe de randonneurs avec lequel ils vont vraiment avoir des échanges sympathiques, ils vont bien discuter. Vous savez, à partir du pic du Morgon, il y a plusieurs choix pour repartir. Un choix plus facile qui est juste de refaire le chemin inverse en repassant par l'itinéraire principal, ou un chemin un peu plus périlleux où il ne faut pas vraiment avoir de vertige, qui est le chemin des crêtes. Effectivement, quand on le voit, on se dit que c'est très abrupt, c'est magnifique mais très abrupt. Il faut vraiment être assez confiant pour passer par là. Ça peut être dangereux, surtout s'il pleut, ça peut glisser. Bon, ce jour-là, en tout cas, ce n'était pas le cas. Mais tout le groupe, de toute façon, a décidé de descendre par là où ils sont arrivés, c'est-à-dire par l'itinéraire principal. Donc, pas dangereux du tout. On a plusieurs petits groupes qui se forment dans le groupe de 5. On a Monique qui est en tête du groupe et on a après 2-3 personnes entre elles et 2 personnes qui ferment la marche. Donc elle marche tranquillement, commence à apercevoir la bergerie et à ce moment-là, donc la dernière personne veut s'arrêter parce qu'elle est un peu fatiguée, on fait une petite pause. Donc tout le monde se dit ah, ok, on s'arrête un petit peu. Quelqu'un le dit à Monique, mais Monique, elle a une petite surdité très légère. En tout cas, je pense qu'elle n'entend pas. Ils sont pas vraiment sûrs. Soit elle a pas entendu, soit elle avait juste envie de continuer. Ils s'en rappellent plus spécialement. Elle continue et la dernière fois que le groupe l'aperçoit, c'est à peu près au niveau de la bergerie. Donc à ce moment-là, tout le groupe pense que de toute façon, Monique va les attendre au niveau de la bergerie. Ils vont pas s'arrêter non plus énormément de temps. Elle était 50 mètres à peu près devant eux. Vous étiez donc pas avec le groupe quand vous l'avez aperçue pour la dernière fois au niveau de la bergerie, c'est ça, en descente? Un peu au-dessus de la bergerie. On est allé jusqu'en haut du pic Morgon. On a mangé notre sandwich là-haut, puis on redescendait par le même chemin en fait. Voilà, vous n'êtes pas passé par la route des crêtes, c'est ça?
Non, on est monté jusqu'en haut, on a mangé notre sandwich, si vous voulez, et puis on est redescendu par le même chemin. Et Monique aussi par le même chemin, du coup. Oui, tout à fait, on était tous les 5 ensemble, tous les 5, donc, les uns derrière les autres, hein, comme souvent. Elle était la première du groupe, et puis derrière, les deux, Sylviane qui était derrière, elle dit on pourrait pas s'arrêter, parce qu'on avait un peu chaud, voilà, et puis on s'est tous arrêtés, puis elle n'a pas entendu, voilà. Voilà, continuer tout droit. Voilà, elle a décidé de continuer, elle était quoi, à 50 mètres devant nous, et comme on marche... c'est pas loin, 50 mètres. Hein. Ouais, puis elle a continué, alors bon, on s'est pas inquiété, en plus on arrivait à la bergerie, moi j'étais persuadé qu'elle allait nous attendre à la bergerie, elle faisait des photos, elle avait un caméscope, voilà, on s'est pas du tout inquiété. Et au final, quand ils arrivent à la bergerie, ils ne la voient pas. Donc ce qu'ils se disent, c'est qu'elle a dû continuer, de toute façon, elle fait juste le chemin inverse que le chemin qu'elle a pris pour monter. Donc ouais, c'est pas compliqué, elle va pas se perdre, on va descendre et on va sûrement la retrouver au niveau du parking ou sur le chemin si on arrive à la croiser ou si elle s'est arrêtée pour nous attendre. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils descendent et malheureusement, il n'est pas non plus au niveau du parking. Au niveau des horaires exacts, ce qu'on sait, c'est que quand on arrive au parking, c'est qu'il est entre 14h30 et 15h à peu près. Mais pour tout ce qui est de l'enchaînement, de l'arrivée au pic du Morgon, de la dernière fois qu'on a vu Monique à ce niveau-là, au niveau de la bergerie à peu près, on n'a pas d'horaire précise. Par contre, ce qu'on sait aussi, c'est comme je le disais, il n'y avait pas énormément de monde, donc tous les gens qui les croisent, ils s'en souviennent à peu près. D'ailleurs, Gilles est capable de me dire qu'il a vu des personnes en vélo, il est capable de me dire qu'il y avait un groupe de 2 personnes qui attendaient en bas du cirque du Morgon parce que elles attendaient le groupe qui, eux, avaient décidé de monter et elles n'avaient pas envie. Voilà, il se rappelle de plusieurs personnes comme ça qu'il a pu apercevoir, donc pour vous dire qu'il n'y avait pas non plus énormément de monde ce jour-là. Évidemment, quand ils arrivent à ce parking et qu'ils ne la voient pas, ils commencent vraiment à s'inquiéter. Donc, 2 personnes, dont Gilles, vous remontez, pour refaire l'ascension jusqu'au cirque du Morgon et jusqu'à la bergerie. Peut-être qu'ils avaient loupé quelque chose, une information, et pour voir si Monique est là. Monique n'est pas là. Et c'est donc très inquiet qu'ils vont déclarer dès le soir même la disparition de leur amie à la gendarmerie. Évidemment, dans la foulée, les proches sont prévenus rapidement. Et c'est à partir de là que les investigations et les recherches vont commencer. Ce que je me reproche, c'est de ne pas l'avoir appelée. Monique, arrête-toi, vous voyez, comme elle était un peu devant moi. Sauf que j'étais pas le premier derrière elle. Hein. Elle était la première, moi j'étais le 3e. Et on lui a pas couru après, entre guillemets, pour lui dire Monique, on s'arrête et tout. Voilà, mais on était, évidemment, on peut jamais imaginer ça, quoi. Parce bien sûr. On n'est plus. Donc c'est vrai que là, on culpabilise parce que si on l'avait rappelé, si on l'avait fait s'arrêter, elle serait toujours là. C'est ce qu'on imagine, quoi. Mais... bien sûr, mais vous savez, avec des si, on refait un monde. Hein. Là, en plus, on va dire qu'on était vous étiez dans un contexte bon enfant, où il faisait beau. Tout à fait, ouais, complètement. Ouais. En plus, c'était une bonne marcheuse, hein. Elle avait l'habitude, elle était en pleine forme, voilà. Ce qui est bien, c'est qu'au moins on a une description très précise de Monique ce jour-là, de ce qu'elle portait, de son apparence, de sa corpulence. Pourquoi ? Parce que on était en groupe, on prenait des photos et il y a pas mal de photos de Monique qui ont été prises, que je vous mets là et que je vous ai certainement mises déjà depuis le début. Monique, en soi, c'est une femme assez moyenne de taille, 1m60, petite corpulence, 60 kg, d'allure sportive, brune, aux yeux bleus. Au niveau vestimentaire, on voit qu'elle était vêtue de noir, qu'elle avait un ensemble sportif noir, un ensemble de sport Adidas avec des bandes blanches. Que ce soit au niveau de son pantalon, de son t-shirt, mais elle avait également une veste Adidas qu'elle avait mis au moment, vous savez, où elle avait un peu plus frais au niveau du pic du Morgon et où elle a mangé son sandwich. Elle portait également une paire de lunettes de soleil noires. Elle avait également sur elle un sac de caméscope, un sac à dos gris et rouge, une casquette rouge avec le logo Caisse d'épargne dessus qui d'ailleurs lui avait été prêté par Gilles ce jour-là. Et ses chaussures de marche étaient de couleur beige. Elle portait, comme je vous disais, éventuellement une veste Adidas au moment de sa disparition. Je dis éventuellement parce que je vous ai dit qu'elle l'avait en haut du pic du Morgon, mais quand elle est descendue, on se souvient plus si elle l'avait sur elle ou si par exemple elle l'avait remis dans son sac ou si elle l'avait, vous savez, noué à sa taille. Donc très vite, comme je vous disais, d'importants moyens de recherche ont été mis en place.
place, une trentaine de gendarmes, des pompiers ou CRS de Briançon et également des équipes cynotechniques avec un chien renifleur. Aucun élément que je vous ai décrit là qui était avec Monique n'a été retrouvé par ces équipes. On sait par contre qu'un chien a marqué au niveau de la piste de Monique, par contre on ne sait pas où exactement il a marqué. C'est ça qui est fou dans cette histoire, c'est-à-dire que tout ce qui est dans le rapport de gendarmerie n'a jamais été communiqué et donc la famille et les proches n'ont encore à ce jour aucun élément très précis de ce qu'il y a dans ce dossier en fait, comme par exemple l'endroit où le chien a marqué, et ce malgré des demandes qui ont été faites. Et depuis 2015, on demande le rapport de gendarmerie et qu'on n'arrive pas à avoir. Hein. Là, je viens de refaire un courrier il y a 2 jours à Boulou pour lui dire qu'il redemande au juge que si on peut avoir ce rapport. Et j'ai une question que je leur ai posée à Boulou. Je lui ai dit, renseignez-vous. Moi, je ne sais pas où est-ce que le chien a marqué l'arrêt et qu'il a pu rebouger. On n'arrive pas à savoir exactement. Alors c'est peut-être pour préserver le secret de l'instruction, mais vous allez voir qu'en 2017, le dossier a été clôturé et que il a été rouvert un peu plus tard, mais bon, ça fait quand même un interlude où le dossier aurait pu être consulté, mais en tout cas, ça n'a pas été le cas. On avait quelque chose qui avait été relevé, un élément qui avait été important. Au moment où cet élément avait été trouvé, c'était au niveau, vous savez, de la route des Crêtes. Donc, la route un peu bis qu'on pouvait emprunter, un peu plus périlleuse à partir du pic du Morgon pour redescendre. Sur cette crête, on avait retrouvé un étui à lunettes et on pensait peut-être que ça pouvait être l'étui à lunettes de Monique. Et à partir de ce moment-là, on avait élaboré des théories comme quoi peut-être son étui à lunettes était tombé, elle a voulu récupérer son étui à lunettes, elle serait tombée, elle aurait glissé. Mais déjà, d'une part, c'est pas l'itinéraire qu'elle a emprunté, du témoignage en tout cas de son groupe qui était avec elle ce jour-là. Et d'autre part, on a fait part des photos de cet étui à lunettes au lunetier chez lequel Monique allait, parce qu'il faut savoir que c'était des lunettes de vue et de soleil en même temps. Et le lunetier est formel, ce n'est pas l'étui à lunettes de Monique, ce n'est pas l'étui à lunettes qu'il lui a vendu. Je vous ai pas dit, mais elle avait son portable sur elle. En plus, selon Gilles, son portable, elle l'avait rechargé la veille à l'endroit où ils ont tous dormi, tout le groupe a dormi. Elle avait bien rechargé, donc il n'y avait pas de problème de charge parce qu'en plus ce jour-là, elle l'avait mis dans son sac, elle l'avait pas sorti. Ils avaient un appartement en brun. Donc son téléphone, elle l'a fermé le matin et elles sont parties, voilà. Elle l'a pas utilisé en fait son téléphone. Non, pas du tout. D'accord, mais elle l'avait avec elle. Ok. Évidemment, la première chose que son groupe d'amis a essayé de faire, c'est de l'appeler au moment de sa disparition. En fait, il tombait directement sur le répondeur. Lorsque la géolocalisation de son portable a été faite par la gendarmerie ou par les enquêteurs, il se trouve qu'il a été détecté à l'endroit où elle l'avait chargé pour la dernière fois, donc au logement où elle était. Et au final, elle ne l'avait jamais rouvert, donc on n'a pas eu de localisation autre que cette dernière localisation-là. C'est fou et ils se disent, mais où est passée Monique? C'est pas possible que cette personne, cette femme ait disparu comme ça du jour au lendemain sans aucune trace, sans que personne n'ait rien vu, même s'il n'y avait pas non plus énormément de monde. Personne ne sait et vraiment l'inquiétude grandit de jour en jour et les enquêteurs ont de moins en moins d'espoir de la retrouver malheureusement en vie. Pourtant, la zone de recherche a été élargie, les recherches sont vraiment vastes, elles s'étendent de Crau jusqu'au-dessus de l'abbaye du Boscodon, jusqu'aux hauteurs du Morgon, sur la commune de Ponty. Il y a également des moyens de recherche aériens qui ont été amenés, des moyens évidemment de recherche terrestre comme je vous l'ai dit, et tout est coordonné entre les CRS et les gendarmes. 2 informations que je trouve importantes vont quand même ressortir et ce sont 2 témoignages. Il y a le témoignage d'un groupe de 2 personnes, je vous avais dit le groupe, vous savez, qui était en bas du cirque du Morgon et qui attendait le groupe qui avait eux voulu continuer l'ascension. C'était 2 personnes qui n'avaient pas voulu monter au niveau du pic du Morgon. Le groupe de Monique va questionner ces 2 personnes en leur demandant est-ce que vous avez vu passer une femme seule? Et les 2 personnes vont dire que non, ils n'ont pas vu passer 2 femmes seules. Donc à ce moment-là, le groupe se dit, donc ça veut dire qu'elle aurait disparu entre la bergerie et au niveau de l'entrée du cirque du Morgon, au niveau de la redescente pour repartir vers le parking du Grand Clos. Et après plusieurs réflexions que m'ont confiées et Annick et Gilles, d'ailleurs qui se connaissent très bien tous les 2, qui sont souvent en contact, il se trouve que le fait qu'ils aient demandé si ces 2 personnes avaient vu une femme seule, c'est peut-être trompeur parce que
c'est possible, comme Monique est quelqu'un qui parle beaucoup, qui est très à l'aise avec les gens, qu'elle avait déjà d'ailleurs rencontré d'autres gens auparavant avec qui elle discutait dans la même randonnée, c'est possible qu'elle soit avec quelqu'un seul ou soit avec un autre groupe et qu'en fait elle soit passée par là et que les deux personnes ne l'ont pas vue parce qu'elle pensait à une femme seule. Donc il y a ce témoignage qui est important et il y a également un autre témoignage qui a été pris en compte mais qui n'a pas été exploité jusqu'au bout, je trouve. Alors peut-être à raison, mais comme je vous ai dit, on n'a pas des informations très précises, vous allez voir de quoi je parle. Ce sont deux personnes qui d'ailleurs avaient échangé avec le groupe de nos 5 amis qui étaient au niveau du parking du Grand Clos dans leur voiture et qui ont vu démarrer en trombe une voiture immatriculée en Italie qui a d'ailleurs voulu les dépasser très rapidement. Pourtant, vous savez, on est sur une route un petit peu... il y a double sens, mais très très serré, une route de montagne, donc très dangereux. Donc oui, ça, elles l'ont noté et elles l'ont indiqué aux enquêteurs. Les enquêteurs ont mis tout de suite cette piste de côté, ça pourrait très bien être une personne, quelqu'un qui a enlevé Monique ou quelqu'un qui attendait Monique était partie avec cette personne à ce moment-là, c'est possible. Tout est possible à ce moment-là, mais malheureusement, bon, les enquêteurs ont dit qu'au niveau de timing, ça ne correspondait pas. Alors encore une fois, on n'a pas le témoignage, les horaires, à quelle heure ces deux personnes ont vu cette voiture, on ne sait pas exactement si Monique aurait pu descendre à ce moment-là, donc ça je peux rien dire. Sûrement que les enquêteurs ont des bonnes raisons de le dire, mais c'est vrai que le fait de ne pas avoir le rapport et de ne pas pouvoir évaluer ces horaires-là, c'est compliqué de savoir pourquoi cette piste a été rapidement mise de côté. De plus, et ça c'est très récemment, Annick a appris quelque chose qui l'a un peu mis en rogne et je peux comprendre à sa place. Donc Annick, la sœur de Monique. Alors, ce jour-là, il y a quand même des personnes qui ont dit qu'il y avait une 4x4 noire. Oui, sur le parking. Qui avait déboulé là-bas à fond de Braunschweig. Tu sais, quand tu vois la route que c'est, tu te dis, oui, effectivement, qu'il faut être à fond de Braunschweig, un 4x4, immatriculé Italie. Les gendarmes nous ont dit que ça ne corroborait pas avec les horaires et tout. Et ce qu'on a appris par juge, parce que nous sommes descendus à Gap avec les filles, parce qu'on on est allé en 2020, parce que ça passait tellement vite, 20, on a appris qu'en fait, si tu veux, il y avait une caméra en bas, au chemin en bas, il y a une caméra. Et en fait, cette caméra n'a pas été faite. Les gendarmes n'ont pas fait le... Donc c'était la caméra où les voitures étaient obligées de passer devant, c'est ça? Exactement. Pour repartir. Ou venir. Donc voilà, on aurait pu, s'ils avaient fait les choses en temps et en heure, et correctement, eh bien, ils auraient peut-être pu regarder cette caméra. Pour avoir au moins l'immatriculation de la voiture, voir les horaires, voir... Il est vrai qu'il aurait été intéressant de voir l'immatriculation de cette voiture italienne et pour vérifier, clôturer complètement, voir les horaires précis, à quelle heure elle est passée, voir si vraiment ça coïncidait ou pas. Mais en tout cas, force est de constater que malheureusement, cette seule caméra n'a pas été exploitée et donc aujourd'hui, comme vous le savez, les enregistrements ne sont plus disponibles. Donc c'est vrai qu'Annick, c'est quelque chose qui la frustre beaucoup et je peux le comprendre. On aurait pu fermer cette porte-là, cette porte, ou ouvrir peut-être cette porte de la voiture italienne. Et donc malheureusement, et comme je vous l'ai dit dès le début, cela fait 7 ans que Monique est disparue et n'a jamais été retrouvée. Mais vous allez voir, Annick, dans la partie théorie, je vais vous mettre l'extrait, m'a parlé d'une information que je trouve très importante et que je pense pour elle est très importante aussi et qu'il faudrait exploiter vraiment pour peut-être nous ouvrir encore une porte ou nous enfermer une autre. Vous allez voir dans la partie théorie. Également important, pour les recherches, il faut savoir aussi que les recherches de Monique ont failli être arrêtées seulement 1 mois après sa disparition et que c'est grâce à la famille de Monique qui se sont battus et qui ont voulu vraiment faire en sorte que les recherches continuent dans le temps et c'est grâce à elles que les recherches ont continué pendant encore 2 ans. Bon, malheureusement, le dossier a été clos le 15 décembre 2017, soit plus de 2 ans après la disparition de Monique. Également, je trouve ça dur mais compréhensible aussi, le tribunal de grande instance de Gap a déclaré Monique Thibert décédée officiellement le 2 juin 2015. Alors, je suis loin d'avoir donné toutes les informations sur cette disparition. Pour moi, pour le moment, il était important à partir de cette disparition de vous parler quand même des autres disparitions et de tout le contexte que ça a amené, toute l'atmosphère étrange qu'il y a eu autour de tout ça. Et évidemment, de vous parler des mises à jour qu'il y a eu en 2021 et qui ont encore accentué ce côté très mystérieux qu'il y a autour de ces disparitions.
Au total, ce sont 4 disparitions qui ont marqué les esprits des disparus du Boscodon. Il faut savoir qu'il y en a eu au moins 6, mais 2 d'entre eux, 2 disparus, ont été retrouvés très rapidement. Par contre, les 4 vraiment qui ont été médiatisés le plus, qui a d'ailleurs commencé par Monique Thibert, sont restés très longtemps des disparitions irrésolues. La toute première étant la disparition finalement de Lucie Manca-Crez. J'espère que je prononce bien le nom. En tout cas, c'était le 18 juillet 1995. Dans le cirque du Morgon, elle avait disparu et elle a été retrouvée rapidement le lendemain, décédée malheureusement. Elle s'était juste éloignée un petit peu pour cueillir des fleurs et elle a disparu comme ça et retrouvée décédée le lendemain. Ensuite, comme je vous ai expliqué, au niveau chronologie, il y a eu le 2 juin 2015 la disparition de Monique Thibert, donc comme je vous ai dit aujourd'hui, encore irrésolue. Et l'année d'après, donc le jour de Noël 2016, le 25 décembre 2016, c'est une disparition également très étrange qui avait été relevée. C'était la disparition de Marie-Christine Camus. Dans des circonstances quand même très troublantes et qui ont vraiment fait pencher cette disparition beaucoup plus vers la thèse criminelle. Parce que déjà, c'est sa voiture qu'on a retrouvée au niveau du parking du Grand Clos, sa voiture avec tous ses documents importants, son sac à main, également son portable et la clé de sa voiture a été retrouvée au niveau d'une roue avant de sa voiture. On avait l'impression que c'était vraiment une mise en scène. Ensuite, on a eu une disparition également le 2 juin 2018. C'est un peu bizarre parce que c'est 3 ans, jour pour jour, après la disparition de Monique. Bon, coïncidence un peu étrange. En tout cas, c'est la disparition de Nick, qui était un sans domicile fixe d'origine allemande, qui était parti se balader, faire une randonnée avec un ami, qui lui aussi avait disparu et qui a été retrouvé très rapidement mort, apparemment des suites d'une chute mortelle. Enfin, on a eu 2 dernières disparitions, plutôt très récente, la disparition de Cédric Delahaye le 26 octobre 2020. Lui aussi, sa voiture sera retrouvée au niveau du parking du Grand Clos. Et un mois plus tard, donc le 26 novembre 2020, c'est Laurence Clam-Bouilly qui va être déclarée disparue également, alors qu'elle quitte son domicile de Crau à pied. Donc au final, comme je vous le disais, il y a 4 disparitions irrésolues. Celle de Monique, celle de Marie-Christine, celle de Cédric et celle de Laurence. Il y a eu énormément de médiatisation de ces affaires, donc notamment de la peur et de la crainte qu'il y a eu autour de toutes ces disparitions, et notamment qu'on ait l'impression qu'il y a un caractère sériel derrière ces disparitions. Également, à ne pas négliger l'importance des vidéos des disparus du Boscodon, des reportages qui ont été faits par Lionel Cammy et qui ont été vus énormément de fois, et l'impact qu'a eu, comme je vous disais, ces disparitions sur la région, le fait que les femmes avaient peur d'aller randonner seules à un moment. On se demandait s'il y avait une raison commune à toutes ces disparitions, s'il y avait une raison mystique par rapport à la présence importante à un moment donné de l'abbaye du Boscodon, et on se demandait si par hasard il pouvait y avoir l'impact d'une secte dans le coin, s'il y avait un animal enragé, un animal sauvage dans la forêt. On a pensé également à la thèse du serial pousseur, ça me fait penser un petit peu à une vidéo dont je vous avais parlé, qui parlait des noyés de la Deule, que je vous mets ici, où j'avais également évoqué cette piste du serial pousseur. Donc là, on serait carrément un serial pousseur dans les montagnes. Donc ce serait vraiment un crime parfait, parce que si on pousse quelqu'un, on ne voit pas si cette personne a été agressée ou pas, si on la retrouve et que personne n'a rien vu. Il y a également, et ça je vous en parlerai peut-être un petit peu plus tard, c'est la piste du prêtre qui avait commis des agressions sur des mineurs qui étaient dans le coin à ce moment-là, au niveau de l'abbaye du Boscodon. Donc effectivement, il y a toutes ces thèses mélangées qui amènent une ambiance très bizarre dans la région. Avec toute cette médiatisation, il y a 2 dossiers d'ailleurs qui vont être repris par l'avocat dont je vous parle souvent, qui est l'avocat Maître Boulou, qui est adhérent à la RPD et qui travaille sur beaucoup de dossiers de disparition de la région et de cold case. Lui, il a repris 2 dossiers, donc le dossier de Marie-Christine Camus et également le dossier de Monique Thibert. Très important, il a fait en sorte de relancer ces dossiers. Comme je vous disais déjà,
Pour ce qui est du dossier de Monique Thibert, ce dossier avait été clôturé en 2017. J'ai pas l'information exacte pour le dossier de Marie-Christine Camus, mais il faut savoir qu'il l'a relancé le 8 avril 2020. Pour ce qui est du dossier de Monique Thibert, il a été relancé un peu plus tard, le 18 janvier 2021. Pour ça, il a requalifié ses dossiers et c'est ainsi que le doyen des juges d'instruction de Gap a ouvert une information judiciaire contre X sur plainte de chacune des deux familles pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire avec constitution de partie civile. Donc ce qui est génial, c'est que ça a permis de relancer les recherches et vous allez voir que c'est très important pour la suite. C'est Maître Boulou qui m'a dit ça la semaine dernière. Ils doivent reprendre des recherches à partir de pas très longtemps après la fondaison après la fonte des neiges. D'autre part, les deux autres familles des disparus qui sont plus récentes, donc les disparitions de Cédric Delahaye et la disparition de Laurence Clam-Bouilly, ont été repris par un autre avocat qui est Maître Allary, qui est sur Montpellier. Il y a eu un énorme rebondissement et c'est en 2021. Tenez-vous bien, c'est en moins de 3 semaines qu'on a retrouvé 3 corps de disparus. Le premier qu'on retrouve, c'est Cédric Delahaye. Malheureusement, on retrouve seulement des ossements et ils ont été découverts fortuitement par des randonneurs qui ont aperçu d'abord une chaussure et ensuite ils ont aperçu un os de tibia. Et à partir de là, plus tard, on a retrouvé le squelette en entier et il a été identifié très rapidement par la police scientifique comme étant Cédric Delahaye. On a retrouvé ses premiers ossements, son os du tibia, près du sentier proche du sommet avant qu'un pilote d'hélicoptère repère le reste de ses ossements sous la crête qui mène au Morgon, côté Ubaye, dans une pente sans arbre. Ce qui a servi à l'identifier, c'est son anneau au doigt. Pour ce qui est de cette disparition, c'est la piste que Cédric Delahaye a mis fin à ses jours qui a été retenue principalement par les enquêteurs de par son passé qui avait été marqué par une autre tentative. Ce qui ne veut pas dire que c'est ce qui s'est réellement passé, mais en tout cas c'est la piste qui est privilégiée par les enquêteurs. Ce qui est également fou là-dedans, c'est que Marie-Christine, donc la deuxième disparue en 2016, a été retrouvée 11 jours après, donc le 12 juillet 2021. Je trouve que le timing est vraiment trop bizarre, surtout qu'elle a été retrouvée dans une zone qui a été dit, en tout cas par ma source, maintes fois explorée. Elle aussi, on a retrouvé une chaussure, un péroné, et puis ensuite on a retrouvé le reste de son squelette. La dernière personne qui a été retrouvée, et qui est également la dernière personne qui avait disparu, c'est Laurence, qui a été retrouvée, elle, le 19 juillet 2021. Encore une fois, on a retrouvé ses ossements, mais ce qui est très étrange, c'est l'endroit où on a retrouvé ses ossements. L'endroit également avait été fouillé plusieurs fois et bizarrement, le squelette réapparaît. Ce qui est bizarre, c'est que les chiens avaient marqué, mais n'avaient pas du tout marqué à ce niveau-là. Et elle est retrouvée dans une combe touffue sans sentier. Ce qui est étrange aussi, c'est que son corps ne présente aucune fracture, donc elle n'est pas vraisemblablement pas tombée. Toutes les pistes aussi sont envisageables. Elle sortait d'un moment assez compliqué dû à toute la crise sanitaire qu'il y avait à ce moment-là. Pour autant, même si on parle beaucoup de la thèse qu'elle a mis fin à ses jours également, son conjoint, lui, dément cette thèse. Pour lui, ce n'est pas possible, ce n'est pas envisageable. Elle n'avait pas envie de mettre fin à ses jours selon lui. Et en fait, c'est le fait qu'il y ait ces 3 découvertes très rapprochées dans le temps qui amènent et qui remontent la piste criminelle. On se dit, alors peut-être que dedans, dans ces disparitions, il y a des disparitions qui étaient accidentelles, mais en tout cas, la chose que moi je trouve bizarre, c'est la réapparition des ossements de la deuxième disparue de 2016. Alors pourquoi je dis que c'est bizarre et pourquoi pas les ossements de Cédric et de Laurence? Pourquoi? Parce que Cédric et Laurence avaient disparu presque à l'entrée de l'hiver et donc il y avait pas mal de neige qui s'accumule dans l'hiver et on sait que c'est compliqué de chercher des personnes qui ont disparu malheureusement en période hivernale et que de toute façon c'est compliqué, on voit pas grand chose et la neige recouvre malheureusement les restes, les ossements humains. Donc au niveau du timing ça me choque moins. Par contre pour ce qui est du corps de Marie-Christine, là je trouve que c'est quand même assez étrange. Au niveau du timing je trouve que c'est quand même assez gros. Enfin en tout cas ça c'est mon avis et ça se trouve c'est complètement fortuit et c'est complètement une coïncidence, mais c'est vrai que ça amène plusieurs questionnements. Est-ce que quelqu'un par hasard, avec toute la médiatisation, le fait qu'on ait retrouvé un premier squelette, ne s'est pas dit je vais en profiter pour me débarrasser, désolée d'utiliser ce terme là, mais me débarrasser des ossements
que j'ai de les mettre à un endroit où quelqu'un pourra les retrouver facilement et faire penser que c'était simplement qu'on n'avait pas assez cherché et que c'est parce que tout le monde s'est remis à chercher derrière qu'on a retrouvé. Ou peut-être c'est justement parce que tout le monde s'est remis à chercher les ossements qu'on les a retrouvés aussi. Mais je suis sûre, et dites-le moi, je suis sûre que vous trouvez ça très étrange aussi. Encore une fois, tout est envisageable aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a quand même des choses à explorer, je pense. Qu'est-ce que tu penses de ces affaires de disparus du Boscodon ? Moi, honnêtement, plus ça va, et plus je me dis qu'il y a quelqu'un qui fait le con là-haut. Donc là, je vais revenir sur Monique pour vous expliquer qu'aujourd'hui, donc Monique, c'est toujours la seule disparue qui n'a toujours pas été retrouvée. Donc imaginez la famille, à chaque fois qu'il y avait un ossement, un squelette retrouvé, ce qu'elle devait subir derrière. D'ailleurs, je vous mets un passage que j'ai enregistré avec Annick. Franchement, on se rend pas compte de la douleur de la famille, le fait qu'on les appelle pour leur dire de reconnaître telle ou telle chaussure, tel ou tel ossement, c'est quand même très compliqué. Bah oui, parce que tous les jours, tu sais, moi je suis levée très tôt le matin, 4h, 4h30, et mon oncle, je toujours leur dis, et chaque fois, le proc, enfin pas le proc, mais le juge avec Boulou, il m'envoyait les photos, et il fallait que je reconnaisse la chaussure de ma soeur, avec les chaussures avec des os à côté. Oh, quelle horreur. Ouais, mais enfin, tu vois, chaque fois que ça me bouillonnait le ventre, mais oui. Je me disais, si c'était vraiment, voilà, Monique, et en fait, non, c'était pas Monique, puis après, expertise de tout. Est-ce que tu as donné ton ADN, ou il me semble que tu as donné le dossier dentaire, c'est ça ? C'est les filles qui ont donné leur ADN. Ah, les filles, elles ont donné leur ADN, d'accord. Et puis elles, ils ont pris sur sa brosse à dents, et... Je vais vous expliquer avec des éléments très intéressants les théories encore envisageables aujourd'hui dans ce qui est de la disparition de Monique. Même s'il y a une théorie que moi je privilégie, la plupart sont encore envisageables aujourd'hui. Et d'ailleurs, des nouvelles informations apportées par Annick pourraient peut-être être la clé pour avoir enfin des réponses pour la disparition de sa sœur. Dans ce dossier, les enquêteurs ont privilégié la théorie accidentelle et vous allez voir pourquoi. D'ailleurs, vous commencez à me connaître. Avant la partie théorie, je vous dis toujours, n'hésitez pas à commenter vous en me disant vos théories, ce que vous pensez en général de ces disparitions, de ces disparus du Boscodon et plus précisément, si possible, de la disparition de Monique. Tout d'abord et très succinctement, on va parler de la théorie de la disparition volontaire qui est encore une fois une porte à explorer mais qui n'est pas la piste privilégiée. Vous allez comprendre pourquoi et c'est assez facile. On est un jour où elle va randonner avec plusieurs personnes. Pourquoi elle aurait choisi ce jour-là pour disparaître volontairement? Je pense qu'elle aurait plutôt choisi un jour où elle dit qu'elle va randonner toute seule ou qu'elle va faire autre chose si elle a envie de partir sans prévenir personne. Donc je trouve qu'à ce niveau-là, ça ne tient pas trop la route. En plus, en tout cas d'un premier abord, elle avait une vie très complète, très épanouie, épanouissante, elle avait une famille aimante, donc c'est vrai que ça paraît un peu bizarre et c'est pour ça qu'on va pas s'attarder sur cette piste aujourd'hui. Il y a la deuxième piste qui aussi a pu être envisagée, qui a rapidement été écartée par la famille, même si elle a été envisagée un petit peu à un moment par les enquêteurs, c'est la piste qu'elle ait mis fin à ses jours. Alors pourquoi, encore une fois, cette piste n'a pas été privilégiée? Tout simplement parce que il a été prouvé qu'elle n'avait pas du tout envie de mettre fin à ses jours, qu'elle n'avait pas d'épisode dépressif, tout comme d'ailleurs Marie-Christine qui avait disparu elle aussi un an après. Cette thèse ne semble pas non plus correspondre de toute façon au timing dans lequel elle a disparu, c'est-à-dire encore une fois avec son groupe d'amis, on ne disparaît pas, on décide pas de mettre fin à ses jours comme ça alors qu'on sait qu'on a un groupe d'amis derrière. En tout cas, je m'avance peut-être en disant ça, mais c'est mon avis. La piste qui est un peu, on va dire, qui peut être envisagée aujourd'hui, mais qui n'est pas la piste privilégiée, c'est la piste criminelle. On a plusieurs petites informations qui font qu'on peut avoir un doute, c'est clair, mais encore une fois, on n'a aucun élément concret qui vient appuyer cette théorie. À part, comme je vous disais, le contexte, la série noire des disparitions, la découverte quasi superposée de 3 des 4 disparus, dont une, comme je vous disais, Marie-Christine, qui avait disparu depuis des années. Est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce qu'on a déplacé des ossements exprès? Là, on ne peut rien affirmer aujourd'hui. Si les marcheurs trouvent un corps ou un objet, c'est que c'est un endroit accessible. Bien donc sûr. Pourquoi on
n'a rien retrouvé au moment des 4 disparitions. Est-ce qu'il y a une cause unique à toutes ces disparitions? Clairement, on a relevé qu'il n'y avait sûrement pas une cause unique pour toutes ces disparitions. Peut-être que quelqu'un a décidé de mettre fin à ses jours, peut-être que quelqu'un a eu un accident, peut-être que quelqu'un a été victime d'un crime. Je pense pas qu'il y ait un dénominateur commun ou un serial killer en tout cas dans le coin, même si aujourd'hui on n'a rien qui prouve le contraire. Ce qui est important à noter au niveau du physique des 3 femmes disparues, c'est qu'il y avait pas mal de ressemblances. Ce sont 3 femmes à peu près du même âge, soixantaine d'années, brunes, de corpulence assez mince et plutôt sportive. Donc c'est vrai que c'est assez étrange. Et ça ajoute un petit peu au mystère, effectivement. Est-ce qu'il y aurait un criminel dans les parages qui a un type de femme précis qu'il prend pour cible? C'est possible. Pour Monique, on a également la piste de la voiture italienne. Au niveau du timing, on ne sait pas si c'est possible ou pas. La caméra qui n'a pas été explorée. Après, je trouve un peu difficile de croire à un enlèvement en pleine journée, à part si c'est vraiment un enlèvement sur le parking. Mais est-ce que Monique aurait descendu toute seule cette dernière partie de randonnée sans attendre son groupe? Ça me semble aussi un peu étrange de ne pas les avoir rassurés ou les avoir attendus un moment. Donc je ne sais même pas si elle est arrivée au parking, et d'ailleurs on ne pense pas qu'elle soit arrivée jusqu'au parking. Peut-être que par contre elle a rencontré quelqu'un sur le chemin, ça c'est possible, et peut-être qu'à ce moment-là la personne a discuté avec elle, qu'elle ne s'est pas rendue compte, et que derrière la personne et peut-être forcée à ce qu'elle rentre dans la voiture et l'aurait enlevée. Est-ce qu'il y a une secte dans le coin? Est-ce qu'elle aurait été enlevée par des adeptes d'une secte, et est-ce qu'elle serait retenue contre son gré dans cette secte? Il y a également eu la piste du prêtre problématique dont je vous ai parlé, qui effectivement a un passé très chargé. Il a été relevé que, bon, c'est vrai que c'est quelqu'un de problématique, mais on va dire un peu grossièrement que les cibles de ce prêtre, on va dire, ne sont pas des femmes de 60 ans, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, apparemment, ça c'est un gendarme qui me l'a dit quand on remontait. Le responsable de l'enquête m'a dit que je lui ai posé la question, j'étais dans sa voiture. Il m'a dit non, mais le jour où c'était arrivé, lui, il n'était pas là. Ah, donc, ça, okay. Même s'il ne parlait pas beaucoup, les gendarmes, hein, c'est normal. Hein. Oui. Mais il m'a dit non, il n'était pas là, il était, je sais pas où, au midi, donc ce qui me fait dire qu'il s'était intéressé au problème. Bon, voilà. Il y a la piste aussi d'un animal sauvage dont je vous avais parlé, peut-être d'un loup qui aurait attaqué plusieurs personnes. Ça me semble peu envisageable. Déjà, de 1, on aurait entendu des grognements, on aurait vu quelque chose. De 2, s'il y a des attaques de ce genre, on va retrouver du sang, on va retrouver des traces biologiques, et rapidement également, on va retrouver des ossements. Aussi, il faut savoir que le loup, c'est pas le loup comme on connaît dans les contes. Le loup, c'est plutôt un animal craintif qui va rarement s'attaquer à l'homme comme ça de manière gratuite. Et d'ailleurs, je pense pas que dans le coin, je dis peut-être une bêtise, qu'on ait souvent vu des loups. Une dernière chose dont j'étais pas au courant, mais que j'ai appris lors de mes entretiens avec Annick et avec Gilles, c'est que le berger était un peu spécial, et que tellement il était spécial et pas très sympathique, on aurait pu penser qu'avec sa mauvaise humeur, on va dire, et le fait qu'il ne soit pas d'un premier abord très sympathique, il aurait pu s'attaquer, entre guillemets, à des touristes qui étaient trop près de sa bergerie. D'ailleurs, je pense, sans trop m'avancer, que si on a décalé le chemin, c'est parce qu'il se plaignait souvent des touristes qui étaient proches de sa bergerie, et je pense qu'il a un peu râlé. Et effectivement, est-ce que Monique serait au niveau de la bergerie un peu trop proche, ou est-ce qu'elle aurait embêté à ce niveau-là? Est-ce qu'elle lui aurait parlé? Et en fait, il s'avère que ce jour-là, en tout cas le jour de la disparition de Monique, il n'était clairement pas là avec ses moutons. Il devait sûrement être dans un autre champ en train de faire paître ses moutons, donc en clair, elle n'a pas pu le croiser. Donc ça enlève cette piste-là. Mais c'est vrai qu'on m'a parlé à chaque fois, sans qu'il se concerte, de ce berger, donc je trouvais ça intéressant d'en discuter. Enfin, la dernière piste, et la piste que je trouve la plus probable, c'est la piste accidentelle. Je vais vous expliquer pourquoi. Et on a peut-être un élément qui va permettre de faire avancer l'enquête, en tout cas si les choses bougent un petit peu au niveau des enquêteurs. Pour moi, et je pense également pour les enquêteurs, c'est la piste la plus probable dans le dossier de la disparition de Monique, mais bon, aucune autre piste, encore une fois, ne peut être exclue, et il n'y a pas vraiment d'éléments concrets. On imagine, dans ce qui a pu se passer, que ce soit la chose la plus probable possible. Déjà, je vous ai parlé de son caméscope. Il a été relevé qu'elle
utilisait énormément son caméscope. D'ailleurs, on voit une photo d'elle avec son caméscope et que des fois, elle avançait tout en regardant dans son caméscope pour filmer, pour prendre des images. Et quelque chose qui a été soulevé par Bruno, qui est également un enquêteur RPD, que je salue ici parce que je sais qu'il regarde mes vidéos, c'est peut-être que Monique a glissé en se rapprochant d'un bord, en utilisant son caméscope, car effectivement, l'image aplatit la distance. Et c'est peut-être comme ça qu'elle a avancé, elle a cru qu'elle était au bord, et là, elle a glissé et elle serait tombée. Ce serait probable et pas inenvisageable. Si tu quittes le chemin et que tu peux voir, parce que bon, c'est vrai qu'il y a des super beaux points de vue, magnifiques, et qu'avec peut-être avec son caméscope, tu sais, ça fonce le caméscope, tu vois, t'as tendance à avancer, reculer, faire tes zooms. Elle aurait fait un faux pas. Vous êtes senti un moment un peu en danger, alors je veux dire au niveau de la difficulté de la marche, de la randonnée que vous avez fait. Est-ce qu'il y a des moments où vous avez senti que c'était un peu dangereux si on ne faisait pas attention? Non, pas du tout. Ah ouais. Pour que ça soit dangereux, on était monté par le même chemin, on redescendait. On voyait la bergerie en plus, le replat, donc pour se perdre, c'est pas possible. Hein. Oui, c'est sûr. Et pour que ça soit dangereux, il fallait s'écarter du sentier qu'on était censé prendre, surtout du côté gauche d'ailleurs. Du côté droit, en redescendant. Hein. Du côté droit, c'est la montagne, c'est du côte, alors que du côté gauche, ça on l'a su après, hein, en tournant à gauche, là on arrivait vers des endroits plus dangereux. En plus de cela, au tout début des recherches, Annick est venue avec une amie à elle, qu'elle dit qui est un peu plus casse-cou qu'elle, et elles ont fait des recherches un peu périlleuses, un peu en contrebas de la bergerie, côté ouest, où elles sont allées regarder un petit peu s'il y avait des éléments qui pourraient faire penser que Monique soit tombée. Elles ont trouvé un sac, je n'ai pas la couleur exacte du sac. À ce moment-là, elles n'ont pas du tout pensé que ça pouvait être, je sais pas pourquoi, mais le sac de Monique. Elles n'avaient pas encore vu les photos du jour de Monique avec le sac. Donc pour elles ont regardé le sac, elles l'ont ouvert, le sac était vide. Elles se sont dit bon, ça doit pas être ça, et elles sont reparties. Elles n'ont pas pris de photos, grave erreur, ou elles ne l'ont même pas embarqué. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que Annick regrette un peu aujourd'hui, parce qu'elle se rend compte que plus tard, lorsqu'elle regarde les photos, elle se dit que finalement, ça correspondrait peut-être au sac qu'elle avait vu. Nous, on a fait tous les bas de falaise aussi, avec toutes les types et tout. Eux, c'est pareil, les gendarmes, ils ont fait des bas de falaise, mais on n'a rien trouvé. Alors, si tu veux, il y a en 2015, en 2016 peut-être, avec Val, enfin mon ami, on est allé là-bas faire des recherches. Et donc elle a trouvé un sac à dos. Et puis bon, à l'époque, si tu veux, le sac à dos, moi j'avais pas exactement les couleurs. Ah mince. Et Val, elle me dit que l'autre jour, quand on a vu on a vu son sac à dos, parce qu'on a demandé à Gilles exactement la photo, parce qu'il fallait que je la fournisse à Maître Boulou et au juge. Oui. Val, elle me dit, mais je me demande si c'était pas ce sac à dos. Donc, si c'était ce sac à dos, c'était en face de la bergerie, toi. D'accord, en face de la bergerie, mais tu sais, dans un peu en bas de... Ouais, c'est hyper dangereux, là. Enfin, c'est hyper dangereux, oui, voilà. C'est assez pentu et tout. Et donc, les gendarmes, ils ont dit, nous, quand Val leur a montré l'endroit, ils ont dit, nous, on va pas se faire peur par là-bas. Ouais. Ils verront avec un peloton de légionnaires, enfin, tu sais, des gens qui ont peur de rien. Le sac que tu as retrouvé, tu l'as emmené à la gendarmerie? Non. Parce que moi, dans ma tête, c'était pas les coloris, tu vois. Bien sûr, ouais. T'as pris des photos? Hein. Non. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas le truc... non. C'est quand même quelque chose dont elle a parlé aux enquêteurs. Les enquêteurs lui ont dit, écoutez, on ne peut pas être sûr et malheureusement, c'est un peu périlleux et on n'a pas envie de risquer notre vie pour un sac. Ce qu'on peut comprendre un peu parce que ils ne sont pas expérimentés pour aller explorer ces zones-là. Mais ça me fait penser, vous savez, à la disparition de Lucas Tronche, qui avait disparu lui également aussi en 2015 et qui avait été retrouvé 5 ans plus tard. Il avait disparu, on pense, de manière accidentelle, il avait dû tomber d'une falaise et on a retrouvé ses ossements au bord de cette falaise qui n'avait pas été explorée, et il a fallu qu'il y ait des personnes spécialisées qui étaient harnachées de manière convenable, qui avaient l'habitude de ce type de recherche et de ce type d'environnement pour pouvoir retrouver ces ossements. Donc j'ai expliqué ça d'ailleurs à Annick, je pense que ça peut être
probable et ce serait intéressant que des recherches de ce type soient également effectuées là-bas. En tout cas, l'amie d'Annick est retournée pour essayer de retrouver ce sac. Malheureusement, avec le temps qui est passé, elle n'a pas retrouvé vraiment l'endroit et ni le sac. Mais moi je croyais que suite à la reprise de l'enquête, parce que c'est au mois de juin l'an dernier que les gendarmes nous demandaient d'y retourner, on est retourné sur place pour resituer l'endroit avec la gendarmerie, avec la brigade de recherche. Et je croyais, moi, qu'ils avaient, enfin le juge avait soi-disant, le juge ou le procureur, je sais pas, avait soi-disant promis d'envoyer une équipe spécialisée pour aller justement là où les premières équipes n'avaient pas voulu aller. Ah, là où il y avait le... Bah écoutez, là par contre, je sais pas si ça a été fait. D'après Annick, ça l'a pas été. Peut-être que ça a été fait, mais vu qu'on est au courant de rien. Ouais, c'est ça. Je vous ai dit que le sac a été retrouvé vide. Je me suis posé la question, est-ce que ça aurait été possible que le sac de Monique soit vide au moment où elle serait tombée si la piste accidentelle est avérée? Je pense que c'est possible. À 1 ou 2 détails près, vous allez voir. En fait, dans son sac, elle avait très probablement son étui à lunettes au moment de partir pour la randonnée. Elle avait très probablement son étui à lunettes, son sandwich et sa veste. Mais il faut savoir que sa veste, elle l'avait mise en haut du pic du Morgon et peut-être qu'elle ne l'avait pas enlevée au moment où elle serait tombée. Ensuite, le sandwich, elle l'avait mangé. Son étui à lunettes, c'est la chose qu'on aurait pu retrouver. On ne l'a pas retrouvé, mais ça peut être explicable si elle l'avait par exemple en main à ce moment-là. Et par contre, ce qui est important, c'est, je pense, le portable qu'elle n'avait pas sorti de la journée et qui devait être dans son sac. Mais est-ce que si elle est tombée, elle n'est pas morte de suite sur le coup et elle aurait essayé d'utiliser son portable et qu'elle n'aurait pas capté à cet endroit-là et que malheureusement elle soit décédée, alors on ne sait pas vraiment où, mais quelque part aux alentours. Si évidemment le sac s'avère être le sac de Monique. Ça me fait penser au témoignage de Madame Delpech qui avait été énoncé d'ailleurs dans la vidéo de Lionel Camille qui expliquait les circonstances très précises dans lesquelles Monique aurait disparu et aurait fait un accident. Je vous fais écouter ce passage-là de la vidéo de Lionel. La deuxième a eu un accident et d'ailleurs c'est ce que vous dites. Hein. Vous ne la retrouverez jamais. Elle a fait une chute terrible. Elle est morte. Même pas sur le coup, la pauvre. Elle a souffert. Elle était blessée derrière la tête, à la colonne vertébrale, à une jambe. Enfin, c'était assez atroce. Et elle est morte au bout de 2-3 jours, mais personne ne l'entendait. On ne la retrouvera jamais. Mais la deuxième, c'est un accident. Ce que je vois, c'est qu'elle s'est fait mal au pied. Je vois que sa cheville, tout d'un coup, fait comme un angle droit. Et ça l'a déportée, elle a tellement eu mal, ça l'a déportée dans le vide. Elle a marché sur un caillou qui lui a mis le pied de travers ou sur une bosse, enfin voilà. Et elle a eu très mal et elle est tombée. Voilà. Peut-être le pied gauche, je sais pas. Mais Lionel, vous avez montré le lieu où je la vois tomber, où votre ami parle. C'est là où elle est tombée. Et il dit qu'on ne meurt pas de suite. Et c'est ce que je vous disais. Elle a souffert, elle n'est pas morte de suite. Après, elle est morte très vite. Mais c'est exactement le lieu que je vois. Mais c'est là, c'est exactement ce que je voyais. Ça fait comme un V un peu la descente, la chute. C'est exactement ça. Elle est en bas là. D'ailleurs, il y avait eu, tu sais, on en avait parlé aussi, la vie de Geneviève Delpech, très prononcée sur ce qui s'était passé, un petit peu qui avait détaillé ce qu'elle pensait avoir vu. Qu'est-ce que tu penses de cet avis-là? Parce que je trouve qu'il est un peu dur à entendre. Quand on a lu ça, on était un petit peu, on a trouvé ça trop dur. On a dit, mais tu te rends compte pour nous de savoir qu'elle était là, qu'elle a crié, qu'elle était... ça, nous, ça nous a fait mal. Hein. En plus de ne pas nous avoir avertis, d'écrire des choses comme ça, de dire des choses pareilles. Elle vous a pas tenu au courant, donc elle a juste dit ça. Non, on est au courant de rien. Nous, c'est juste qu'on a vu... la vidéo. Voilà, la vidéo. Parce que moi, j'ai mis des alertes sur mon ordi. Alors, dès qu'il passe au Scodon ou machin, du pic du Morgon, hop, j'ai tout de suite des alertes. Et donc, c'est là que j'ai vu qu'il y avait l'article de Lionel Camille. Et j'ai dit, maintenant, elle y va pas avec le dos de la cuillère. Et puis, bon, les façons de dire les choses. Oui, c'est dur. Est-ce qu'elle a pensé à vous derrière? Ça, je sais pas. Mais c'est bizarre de pas vous avoir prévenu si c'est vraiment
Ou alors d'avoir prévenu au moins la gendarmerie si elle ne savait pas vous contacter, mais... Ah bah non, je pense pas. Et puis les gendarmes nous ont dit que de toute façon, tout ce qu'elle avait énoncé, ça avait été fait et refait par l'hélicoptère en plus même, et avec le peloton de recherche. Et puis même nous, on est allé là-bas, enfin on n'a pas trouvé. Hein. Alors après, tu me diras que la nature peut faire autrement. Hein. Ça c'est sûr. À noter quand même qu'il faut faire attention parce que je pense qu'il n'y avait pas de mauvaise intention de la part de Madame Delpech, mais elle n'a jamais contacté la famille ou dit quoi que ce soit. Les seules choses qu'elle a dites, c'est dans la vidéo de Lionel Camille et la famille l'a appris et les proches aussi l'ont appris via cette vidéo et ça leur a fait beaucoup de mal. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit, il faut pas oublier que derrière il y a des familles quand même. Donc je pense réellement que cette piste de sac à dos que je ne connaissais pas doit être explorée. Alors peut-être que ça ne mènera à rien, mais peut-être que si on retrouve ce sac à dos, qu'on l'identifie comme étant le sac à dos de Monique, ça permettrait vraiment de quadriller une zone de recherche précise et de chercher dans ce coin-là. Si évidemment la thèse accidentelle est la bonne, mais moi personnellement, je pense que cette thèse accidentelle est celle qu'il faut suivre dans le cadre de la disparition de Monique. Vous, votre ressenti sur la disparition, quand vous étiez présent en plus ce jour-là, sur la disparition de Monique, ce serait quoi? Plutôt une piste accidentelle, une piste autre? On ne sait pas trop, hein. Évidemment tout de suite on pensait à l'accident, enfin elle s'est égarée, après on a pensé à l'accident, mais après on n'a pas compris pourquoi les chiens ne trouvaient rien, avec des hélicoptères, puis une trentaine de chercheurs à un moment donné. Je terminerai donc ma vidéo là-dessus. Il faut savoir que la famille de Monique pense tous les jours à Monique. Je dis ça parce que le jour où j'ai fait l'interview, je me suis pas rendu compte, j'ai appelé le jour de l'anniversaire de Monique. Donc je m'en suis un peu voulu au début et en fait elle m'a dit il n'y a pas de souci, de toute façon Monique on y pense tous les jours. Tu vois bien, c'est son anniversaire aujourd'hui. Mais non, j'ai vraiment pas fait exprès d'appeler aujourd'hui pour son anniversaire. Ah non, mais c'est pas grave. De toute façon, tu sais, il n'y a pas besoin d'avoir son anniversaire pour que je pense à elle tous les jours. Hein. Sa sœur lui parle souvent, j'ai trouvé ce moment très touchant. Je terminerai sur ces paroles-là, les paroles d'Annie qui sont très touchantes. Je me lève à 4h30, 5h, je bois mon café, je le bois dehors, tout le temps, parce que bon, moi je crains pas le froid, tout ça. Je suis dehors et je lui parle, parce que bon, pour moi, elle est là. Enfin, moi, tu vois, c'est dans la vie, tu peux aimer des personnes très fort. Ma soeur, je l'aime très fort, comme un amour de, voilà. Et si tu veux, depuis sa disparition, il me manque quelque chose. Et à noter aussi derrière que ces trois filles, même si elles ne sont pas très présentes pour ce qui est des recherches parce qu'elles ont peur d'effectuer des recherches, et vous pouvez le comprendre parce qu'elles ont peur de retrouver des ossements de leur mère, elles sont anéanties. Tout le monde espère en tout cas, même si l'espoir de la retrouver en vie s'amenuise vraiment de jour en jour et on ne pense plus la retrouver en vie aujourd'hui, tout le monde espère avoir enfin des réponses ou au moins de retrouver Monique si elle a eu un accident et de pouvoir commencer convenablement un deuil. D'ailleurs, si quelqu'un a une information sur cette disparition, je vous communique ici le numéro de la gendarmerie à contacter ou tout simplement contacter la RPD si c'est plus simple, contactez-moi ou contactez la RPD. N'hésitez pas à le faire si vous avez des informations. C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ce complément d'informations sur ce dossier de la première disparue du Boscodon vous a appris des choses sur cette disparition. Je voulais mettre l'accent sur cette dernière disparition pour pas qu'on l'oublie parce qu'il y a une famille derrière qui attend des réponses. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'ici ma vidéo. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. J'arrête de dire le jour parce qu'à chaque fois, je décale de 2 ou 3 jours en fonction des vidéos. Je vous tiendrai au courant sur l'onglet communauté. On se retrouve comme d'habitude tous les lundis à 21h pour enquêter sur un dossier sur Twitch. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo.